Cet après-midi, alors qu'un grand écrivain en fait les héros de son nouveau roman en fictionnant leur destin extraordinaire, je vous raconte, en suivant ses écrits, tout à la fois réels et inventés, deux frères siamois, Eng et Chang Bunker, deux frères unis pour la vie. Que sait-on véritablement du parcours des frères Bunker ? Qu'y a-t-il d'universel dans leur histoire ? Comment le romancier se nourrit-il des lacunes de l'histoire avec un grand H ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en juin 1811 dans le royaume du Siam, l'actuelle Thaïlande. Dans la maison flottante qui s'agite doucement au gré du fleuve Agun, la coucheuse ne s'affole pas. Elle sait que Nok a déjà mis au monde 4 enfants en autant d'années de mariage. Une tête brune, luisante, vient d'apparaître entre les cuisses de la parturiente. Nok pourtant sent que quelque chose ne va pas. Malgré tous ses efforts, le bébé ne progresse plus. Il est comme retenu. Après quelques minutes, la coucheuse, les mains huilées, introduit 2 doigts pour faire passer le menton du bébé. Mais ce sont des orteils qu'elle touche, 2 pieds qui forment comme un collier autour du cou. Il n'y a pas un, mais 2 bébés, et ils se présentent tête bêche. Tandis que Nok redouble d'efforts, Agun parvient à saisir les pieds du second bébé pour libérer les épaules et le corps du premier. Nok crie de douleur, Agun crie pour l'encourager. Enfin, les 2 enfants sont là, étroitement imbriqués, les bras de l'un autour des jambes de l'autre, 2 garçons. Nok est exsangue, mais si heureuse. Quand Ti Hei, le pêcheur, son mari, accoste sur le pont de la maison et lui annonce la bonne nouvelle, l'homme se penche pour couper le cordon, c'est son rôle. Il prend délicatement les enfants pour les détacher l'un de l'autre, mais soudain, il pousse un juron, impossible de les séparer. Et Nok découvre à son tour l'impensable. Les thorax des 2 garçons sont soudés par une épaisse bande de chair. Ti Hei est effondré, il quitte la pièce sans un mot. Agun, qui tente de rassurer la jeune maman, se penche sur cette extraordinaire bande de peau commune qui s'étend sur une dizaine de centimètres de hauteur, depuis le bas du sternum jusqu'à l'endroit où se tient habituellement l'ombilic. Elle mesure à peine 3 ou 4 centimètres de largeur, ce qui laisse au nouveau-né peu de latitude pour s'éloigner l'un de l'autre. Ils sont pratiquement face à face. Ti Hei, le papa, rumine son désarroi. Cette naissance est une malédiction, un signe de la colère divine. Alors que Nok s'émerveille des 2 petits êtres qui respirent au même rythme, s'endorment et se réveillent à la même seconde, lui n'a qu'une idée en tête, il faut les séparer. Leur différence est une monstruosité de la nature. Quelle vie d'homme pourrait-il mener, ainsi collés l'un à l'autre ? Ti Hei remonte dans sa barque. Il va voguer jusqu'à Bangkok, la capitale du glorieux royaume de Siam, pour chercher celui qui sera capable de trancher le lien entre ses fils. À cette époque, en 1811, tandis qu'à l'autre bout du monde, les guerres napoléoniennes ravagent l'Europe, une riche embarcation propulsée par 12 rameurs et portant une tente en toile de soie accoste devant une modeste maison de pêcheurs thaïlandais. À la demande de leur père, un médecin de la cour du roi de Siam est venu en personne examiner les enfants prodiges. Ils s'appellent In et Yung. Ils sont nés voilà 3 semaines et sont donc reliés entre eux par un morceau de chair. Après un examen minutieux des nourrissons ayant pris soin de goûter leur urine, le mandarin livre son verdict. Il faut séparer en 2 cet organisme afin que chacun puisse devenir autonome et survive. L'homme préconise de suspendre les enfants de part et d'autre d'une corde à la manière dont on fait sécher le linge. Ainsi, par la force de la pesanteur, une ligature s'opérera sur le lien avant que celui-ci nécrose et se rompe comme la croûte d'une plaie. Combien de temps cela prendra-t-il ? Sans doute plusieurs semaines. Nok, la maman, est effondrée. Comment nourrira-t-elle ses jumeaux suspendus en plein air comme du poisson mis à sécher ? Et la douleur ? Elle sait combien le cordon de chair est sensible en son centre. Sitôt le médecin reparti, elle décide de tenir tête à son mari, menace de se pendre plutôt que de céder, certaine que ses enfants ne résisteraient pas à une pareille torture. Plutôt que de trancher le cordon, explique-t-elle, elle a remarqué que la charnière de chair, à force d'être massée, semble s'assouplir et s'étirer. En poursuivant ce traitement chaque jour,
Elle prédit qu'ils auront un jour suffisamment de latitude pour se tenir côte à côte, pour marcher ou même nager. Pas question donc de suivre l'avis du médecin royal. In et Young grandiront ici, au bord du fleuve, protégés du monde extérieur par l'amour de toute leur famille. Face à tant de détermination, T.A., éperdu d'amour pour son épouse, finit par céder. Au fil des mois et des années, l'intuition de Knox se confirme. Non seulement le lien de chair est distendu, mais les jumeaux développent des capacités hors du commun. Après avoir marché de biais, par petits pas rapides, comme des crabes de rivière, ils avancent bientôt côte à côte, le bras de l'un passé par-dessus le cou de l'autre. De loin, on ne voit plus que deux amis marchant en se tenant par l'épaule. Stables sur leurs quatre jambes, forts de leurs quatre bras, ils se livrent à des acrobaties grâce à une synchronisation parfaite. Ils réalisent une sorte de roue qui laisse pantois leurs frères et sœurs. Par leur mélange de force et de fragilité, ils ont conquis la tendresse de leur père. T.A. leur a appris à nager, un spectacle incroyable. Dans un mouvement alterné, l'un respire en surface tandis que l'autre brasse en profondeur. Intellectuellement, en grandissant, leurs deux cerveaux connectés les rendent tout aussi vifs et agiles. Personne n'arrive plus à les battre aux échecs. In et Young font tout d'un même mouvement. Ils sont un et ils sont deux. In est un peu plus grand, plus réservé et observateur. Young est plus sensible, plus fragile, à fleur de peau. La rumeur de leurs exploits est arrivée jusqu'à Bangkok. Rama III, le nouveau roi, exige de voir cette merveille que son pays a engendrée. Alors, les présentations sont faites. Face au monarque, les deux frères prennent appui sur leurs quatre genoux, sur le coude droit d'In et le gauche de Yoon, puis touchent le sol de leurs deux fronts. 9 fois de suite, selon le protocole. Quand le souverain les interroge sur leurs conditions, ils répondent avec conviction « Sire, dans de nombreuses situations, l'existence à deux est plus facile que seule. » Les deux garçons s'affirment à la fois forts et fiers de leur singularité. Conquis, le roi voit les jumeaux comme un trésor national. Il va faire d'eux un outil diplomatique pour la gloire du Siam. C'est ainsi qu'en 1827, les deux garçons de 16 ans désormais, qui n'avaient jamais quitté leur maison, embarquent dans une jonque en acajou de 4 mâts, manœuvrée par 90 hommes d'équipage. Ils voguent vers Hue dans le nord lointain jusqu'à la cour de l'empereur de Cochinchine. Ce voyage est une révélation. Ils découvrent des palais extraordinaires, des combats de tigres et d'éléphants, des mets inédits. À Hue, l'empereur les régale d'un dîner composé de 76 plats, dont 5 préparations différentes de rats, de filets d'alligator et un subtil ragoût de chat. L'expédition est un succès. À chaque escale, des foules de curieux accourent pour découvrir cet homme double si fascinant. Quand In et Yoon rentrent, que la maison natale leur semble petite, le voyage leur a entrouvert les portes d'un monde qu'ils n'imaginaient pas. Surtout, ils ont été grisés par leur popularité. Leur différence pourrait-elle être un atout ? Le jour où un marchand écossais se présente pour leur faire miroiter une lucrative carrière au-delà des mers, le fruit est mûr. Après un versement de $500 à leur mère, l'entreprenant Robert Hunter les convainc de s'embarquer sur le Sachem, un navire de commerce. Destination l'Amérique. Nous sommes en avril 1829. Les deux frères, unis pour la vie, s'apprêtent à fêter leurs 18 ans et ils ne reverront jamais le Siam. D'intrigantes affiches sont apparues sur les murs de Boston. Au centre, le dessin de deux garçons vêtus à l'orientale. Leur double pourpoint est ouvert et laisse voir leur lien de chair. Au-dessous, on peut lire en lettres capitales Chang et Heng, les jumeaux siamois. Les merveilleux phénomènes. En effet, sitôt débarqués sur le sol américain, les deux frères font leur début sur scène. On leur a donné de nouveaux prénoms. Yoon est devenu Chang et In se nomme désormais Heng. Et aussi un nouveau nom de famille, Bunker, par lequel ils sont connus pour la postérité. Le succès est immédiat. 1000 spectateurs se pressent dès le premier soir. Un article a suscité la curiosité. Le journaliste note que leur union naturelle l'a moins surpris que la satisfaction avec laquelle ils semblent vivre leur handicap. Montrés comme des bêtes de foire, ils impressionnent tout autant par les échanges qu'ils ont avec le public. Un spectateur interroge « Et si l'un d'eux commet un crime, les envoyer en prison serait injuste à l'égard de celui qui n'a rien fait, mais les laisser libres reviendrait à ne pas rendre la justice. » Ils devraient être tous les deux punis, rétorque un autre, car leur intelligence étant en tout point semblable,
Ce qu'a fait l'un, l'autre est susceptible de le faire aussi. Un troisième tranche, il faut les séparer pour éviter une telle situation. Dans le public, une majorité acquiesce. Ce serait là le meilleur moyen de rétablir la normalité. Mais normalité pour qui, réagit aussitôt Chang. Notre bonheur est d'être unis. C'est cela notre normalité, complète Eng. Nous n'avons jamais envisagé d'être séparés. Oui, ils s'exhibent. Mais si ces dialogues sont inventés, vous l'avez compris cet après-midi, ils montrent bien en revanche que les deux frères refusent la pitié. À New York, où se poursuit leur tournée triomphale, le spectacle s'enrichit de numéros d'acrobatie. Les frères Bunker effectuent des sauts périlleux avant et arrière, des déambulations sur les mains. Le clou du spectacle, ils repèrent le spectateur le plus corpulent pour s'amuser à le porter tout autour de la salle à la force de leurs 4 bras. Les Bunkers jouent à guichet fermé. Les dollars coulent à flot. Oui, mais hélas, pas pour eux. L'associé du producteur, Robert Hunter, explique qu'il y a beaucoup de frais, qu'ils sont logés, nourris, totalement pris en charge, qu'on envoie de l'argent à leur mère, qu'on fera les comptes plus tard. Chang et Eng se laissent porter. Ils ont tant à découvrir. Et maintenant, direction l'Angleterre. À Londres, 6 jours sur 7, de 12h à 16h, ils régalent la bonne société. Ils jouent sur scène une partie de badminton, l'un toujours collé contre l'autre, sans jamais perdre le volant. Commentant un article du Times qui compare leur vie d'errance passée à s'exhiber à un destin d'esclave, ils analysent leur situation. Non, ils vivent comme ils l'ont choisi. Ils sortent, ont des loisirs, apprécient un verre de whisky ou fumer une bonne pipe. Un soir, ils sont même descendus dans la rue pour une bataille de boules de neige endiablées, qu'avec leurs bras multiples et leur coordination parfaite, ils remportent haut la main. Que leur manque-t-il alors ? Un autre soir, une jeune et belle aristocrate leur fait à la sortie du spectacle une déclaration d'amour passionnée. Ils n'ont pas été indifférents. Rien de la vie ne leur est interdit, revendiquent-ils. L'attitude de leurs impresarios, en revanche, leur est maintenant insupportable. Ceux-ci rechignent lorsque Chang, qui souffre du dos parce qu'un peu plus petit que Eng, a voulu acheter un matelas confortable. Et ils se souviennent de leur traversée de l'Atlantique, tandis que leurs accompagnateurs étaient logés en première classe, profitant de repas de viande arrosés de vin français, les deux frères ont été relégués à l'entrepont. Aucune couchette double n'avait été prévue pour eux. Ils s'étaient contentés d'une planche large, posée sur des caisses. Puis un jour, la sordide réalité s'impose. Une rencontre leur apprend que leur mère ne reçoit pas leurs lettres, ni un seul dollar de l'argent promis. Bouleversés, Eng et Chang ressassent leur désespoir et leur frustration. Puis de concert, sans hésiter, ils prennent leur décision. Par un courrier du jour au lendemain, ils rompent l'association. Aujourd'hui, rédigent-ils de leur plus belle écriture, j'ai atteint l'âge de 21 ans et je considère que j'ai rempli dans l'esprit et dans la lettre tous les engagements contractés au Siam. Par conséquent, j'estime être arrivé au terme de mon contrat et mets fin aux relations qui nous lient. Je suis libre et vivrai désormais par moi-même. Signé Chang Eng. En 3 ans, ils en ont suffisamment appris de ce nouveau monde, ils se sentent assez forts pour prendre en main leur destin. Chang et Eng Bunker ont 21 ans et ils sont leurs propres maîtres. Quel chemin parcouru depuis leur Siam natal. Ils ont été applaudis sur les 2 rives de l'Atlantique. Ils ont appris les mœurs occidentales et le capitalisme. Rien ne leur fait plus peur. À 2, ils sont tellement forts. Ils reprennent leur tournée à travers l'Amérique, mais cette fois, tout est pour eux. Ils engrangent les bénéfices et en profitent. Ils s'offrent de nouveaux vêtements, des armes, des cravates en soie, des gants, des cigares de la Havane, des livres, sans parler des frais de coiffeur ou de parfumeur. Ils réfléchissent également à leurs conditions. Un scientifique français les a contactés pour les inviter à Paris. Les recherches d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sont une révolution. Les jumeaux dans sa classification sont tératophages, xyphopages, c'est-à-dire des sujets unis par un pont de l'appendice xyphoïde. Fini les théories farfelues, non, ils ne sont plus des monstres, ils souffrent seulement d'une malformation congénitale. Ce sont des hommes, tout simplement. Le séjour à Paris des Bunkers est un rêve. Ils se produisent tous les jours à l'hôtel de l'Europe et mènent le soir une vie de salon. Ils croisent, n'oubliez pas que nous sommes dans la fiction cet après-midi, chers auditeurs, Honoré de Balzac et Eugène Delacroix, et c'est George Sand, croisé au Procope qui les convainc d'abandonner leur habit oriental. Le lendemain,
Chang et Heng apparaissent vêtus de manteaux bleu foncé, portant cravate de soie noire, pantalon marron et chapeau haute forme. Des hommes nouveaux. De retour en Amérique, les perspectives ont changé. Ils sont riches, éduqués, à l'aise en société, et hélas de se donner en spectacle aussi. Maintenant que nous avons de l'argent, suggère Heng, ne pourrions-nous pas vivre comme n'importe qui ? En mai 1839, ils achètent en Caroline du Nord une propriété au bord d'une rivière. 60 hectares à défricher, sur lesquels ils construisent une maison en bois d'un étage postée à flanc de colline. Leurs voisins, des sudistes purs et durs, sont bien un peu racistes, mais les frères ont connu bien pire ostracisme. Et puis en Amérique, avec de l'argent, on se fait accepter. C'est le bonheur. Le menuisier leur a fabriqué un confortable fauteuil double qui trône face à la cheminée. Ils sont reçus dans la bonne société, leur singularité physique intrigue, mais c'est surtout le récit de leur voyage et de leurs expériences qui passionnent. Chez les Yates, 2 sœurs en particulier, Adélaïde et Sarah, n'en perdent pas une miette. 17 et 18 ans, la blonde et la brune. La première se languit dans cette Amérique profonde, elle rêve d'Europe, de culture, de tableaux de maître, elle qui n'a jamais voyagé à plus d'une journée de cheval. L'aînée, la brune, féministe dans l'âme, veut s'émanciper, s'affranchir de sa famille et des traditions. À leurs yeux, ces 2 beaux étrangers, si exotiques et éloquents, sont des princes charmants. Heng et Chang, de leur côté, ne sont pas insensibles à la grâce des 2 sœurs, et les conversations à 4 se prolongent tard dans la nuit. C'est Chang, le premier, le plus impulsif, qui fait sa déclaration à Adélaïde. Il lui propose de partager, selon ses mots, la plus mystérieuse et inédite des aventures humaines, de conduire une exploration qu'aucun Vasco de Gama, Magellan ou Cook n'avait entreprise. La jeune fille est subjuguée. Sarah, son aînée, plus pragmatique, interroge les frères sur la possibilité d'avoir des enfants normaux. Forts de leur savoir scientifique, Heng et Chang leur expliquent que non, ils n'engendreront pas une lignée de monstres, le hasard étant la seule cause de leur anomalie. Sarah cède à son tour, elle veut bien de Heng. Et l'inimaginable se produit. Grâce à l'implacable détermination des jeunes filles, malgré les résistances de leur famille et de la société locale, Heng et Chang, les frères siamois venus du bout du monde, épousent Sarah et Adélaïde le même jour, le 13 avril 1843. La nouvelle franchit rapidement les frontières du comté puis des États-Unis pour se répandre jusqu'en Europe. Quelle revanche, quel accomplissement pour les bêtes de foire, quelle ode à la différence également. Dans le grand lit nuptial, les jeunes femmes sont allongées chacune à côté de leur époux, puis Adélaïde s'éclipse tandis que Sarah se rapproche de Heng. Pendant ce temps, Chang s'est absenté au plus profond de lui-même. Il s'est réfugié dans une méditation tantrique où l'odeur et la chaleur du couple voisin ne lui parviennent plus, son esprit centré sur l'image d'Adélaïde. Plus tard, celle-ci reviendra tandis que Sarah quitte la chambre. Heng et Sarah donnent naissance à une petite fille en décembre 1844. Adélaïde et Chang partagent le même bonheur 2 mois plus tard. Les frères Bunker ont 33 ans, ils sont mariés, pères de famille, propriétaires terriens, une vie riche, pleine et entière, construite sans jamais s'être éloignés l'un de l'autre de plus de quelques centimètres. Ils sont nés un jour de printemps 1811 sur les rives du fleuve Mae Klong, dans l'actuelle Thaïlande qui s'appelait alors le Siam. Collés l'un à l'autre par un large cordon de chair, ils ont suscité l'horreur et le dégoût. Personne ne donnait cher de leur peau. On était prêt à risquer leur vie pour trancher le lien, les séparer, pour qu'ils soient comme tout le monde. Eux, au contraire, se sont tout de suite sentis bien dans leur existence double, plus puissants même et plus intelligents à 2 qu'un homme ordinaire. Forts de l'amour de leur famille, ils n'ont jamais douté de pouvoir tout obtenir de la vie. Et ils ont tout obtenu. Les voyages, la gloire, la richesse et l'amour. À 32 ans, au terme d'une épopée fantastique, ils ont épousé les sœurs Yates, un mariage d'amour fait de tendresse, de bienveillance et de fascination. En 30 années de mariage, les 2 couples ont donné naissance à 21 enfants. Rapidement, chaque famille a vécu dans sa propre maison et les 2 frères partageaient leur présence. 3 jours dans une maison, 3 jours dans l'autre. Celui qui était chez lui menait sa vie pleinement avec son épouse et ses enfants, tandis que son frère se mettait en retrait, se gardant de donner ses opinions ou d'influer sur le quotidien de la maison. Puis les rôles s'inversaient pour 3 jours. En toute chose, Heng et Chang Bunker firent montre d'une imagination et de ressources extraordinaires pour inventer des modes de vie adaptés à leurs conditions. Jusque dans la mort,
Ils ne se sépareront pas d'un pouce. Chang est mort le matin du 17 janvier 1874 et Eng 1 heure plus tard. Ils avaient 62 ans. Ils comptent aujourd'hui plus d'1 millier de descendants et ont laissé à l'humanité un héritage bien plus fort encore. Une histoire de résilience et de tolérance face à la différence. Europe 1, historiquement vôtre. Laurent Benegui, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous consacrez votre roman aux frères Bunker, Les Étoiles doubles, publié aux éditions Julliard. Qu'est-ce que cette histoire si singulière a néanmoins, selon vous, d'universel ? Eh bien, je pense qu'elle a une valeur exemplaire parce que Chang et Eng, du fait de leurs conditions physiques initiales, ont été soumis à une discrimination évidemment physique. Leurs droits ont été spoliés puisqu'ils ont été montrés dans des cirques, exhibés, amenés dans une société où ils ont subi de nouvelles discriminations raciales, discriminations d'origine religieuse, puisqu'ils étaient nés bouddhistes, et puis sociale, puisqu'ils sont fils de pêcheurs, donc d'une extraction sociale miséreuse, et qu'au fond, ils ont évolué dans une société très bourgeoise et très riche. Et en fait, toute leur vie a consisté à conquérir leur autonomie, à former un véritable plaidoyer pour le droit à être différent et a été en permanence une recherche de l'intégration. Et c'est pour ça, parce que j'ai trouvé que toutes ces valeurs résonnaient tellement aujourd'hui que je me suis dit que cette histoire qui s'est produite il y a 2 siècles méritait qu'on la raconte et qu'on en fasse une sorte de morale sur ce que l'on devrait peut-être aujourd'hui en termes Oui, pour justement la différence, pour accepter l'acceptation. Voilà. C'est en ça qu'elle a la valeur d'exemple, évidemment. Mais vous avez découvert cette histoire il y a longtemps. Elle vous poursuit. Comment vous avez découvert leur existence ? Il y a 3 ans, j'ai vu un tout petit reportage de 2 ou 3 minutes où prenait la parole une femme qui était conservatrice d'un musée à Bangkok, Oui. et qui racontait en 3 minutes cette histoire. Et là, je suis tombé totalement sidéré. Tout de suite, je me suis dit, il faut que je creuse. Je suis allé sur Internet. Je suis tombé assez rapidement sur une communication à l'Académie des sciences qui date de 1829 par Geoffroy Saint-Hilaire, qui est le premier qui a étudié les malformations congénitales et qui a dit que ces gens-là étaient dans l'ordre de la nature. Puisque l'une des grandes questions qui s'est toujours présentée à Chang et à Eng, c'est sont-ils naturels ou de l'ordre de l'antinature, à savoir qu'en Orient, eh bien, on pensait que leur cas relevait de la divinité, d'une décision divine. En Occident, c'était plutôt des superstitions. Certains ont accusé leur mère d'avoir couché avec 2 hommes en même temps. Et donc, c'est évidemment pour la construction de ces 2 enfants, puis de ces 2 jeunes adultes, c'était très important de se dire qu'ils appartenaient à la nature, qu'ils n'étaient pas contre nature. Laurent Benegui, les sources sont maigres concernant les frères Bunker, vous nous le rappeliez il y a quelques instants. À partir de quels éléments vous avez travaillé pour écrire Les Étoiles doubles ? Il y a des repères historiques qui ont servi de base à votre roman ? Alors les repères chronologiques sont relativement documentés. Les grands repères, c'est-à-dire leur naissance, cette visite à l'empereur de Cochinchine, leur départ aux États-Unis. Et la partie la plus documentée, c'est la partie où ils ont été exhibés aux États-Unis, parce qu'évidemment, il y avait pléiade de journalistes qui accouraient à leur spectacle et qui donc recensaient, commentaient. Donc ça, il y a beaucoup d'articles de presse de l'époque. Et puis à partir du moment où ils se marient, leur mariage lui-même a été un événement quasiment mondial. Tout le monde en a parlé, avec quelques semaines, quelques mois de retard. Mais à une époque où les réseaux sociaux n'existent pas, c'était déjà stupéfiant. Et puis leur intimité, elle, n'est pas du tout documentée, mais on sait qu'ils ont eu 21 enfants. Donc mon travail de romancier a été d'imaginer comment ça avait pu se produire. Est-ce que les images vous ont permis aussi d'imaginer ? Parce que en couverture de votre livre, il y a notamment... il y a une photo où on les voit très élégants d'ailleurs, mais attachés l'un à l'autre.
Oui, il y a deux sortes d'images. Il y a des affiches d'abord de leur spectacle qui au début étaient des affiches dessinées, dont on voit d'ailleurs l'évolution. Les premières affiches sont inspirées par le côté très colonial, les gentils, les gentils sauvages, hein, voilà. Et peu à peu, ça devient des photos. Et puis, vers la fin de leur vie, ou disons la troisième partie de leur vie, ils posent même avec leurs enfants et leurs familles. Et ça, par exemple, sous l'objectif de Matthew Brady, qui était un très grand photographe, le premier reporter de guerre, on peut dire, qui avait fait des photos extraordinaires, enfin, pendant la guerre de sécession, extraordinaires de réalisme, et qui a fait le portrait le plus connu d'Abraham Lincoln, et qui a voulu qu'il pose pour lui. Et cette photo où ils sont avec leur femme, par exemple, a servi d'affiche de leur spectacle. Donc à partir de ces photos, de ces images, j'ai extrapolé, j'ai analysé et j'ai écrit. Mmh. Ils n'ont rien laissé pourtant de leur psychologie. Par exemple, ils n'ont jamais rien écrit. En tout cas, on n'a aucune trace écrite de ce qu'ils pensaient. Et donc, c'est là que le romancier que vous êtes s'est engouffré dans la brèche, j'imagine. Oui, moi, j'aurais pas pu écrire. En fait, je pense qu'un roman, alors notamment quand il parle d'histoire, moi, je me sens pas tenu de respecter les événements historiques, mais le sens de l'histoire, oui, bien sûr. Et donc, j'ai besoin de personnages. Donc, j'ai dû imaginer qui étaient ces deux garçons, ce que ça voulait dire d'être unis, inséparables à son frère, avec tout ce qui peut se passer quand on est en dispute, en conflit avec son frère. Ce sont enfants, leurs parents n'ont jamais pu les mettre l'un dans une pièce et l'autre à côté s'ils n'étaient pas d'accord. Il a fallu toujours, du coup, ils ont été obligés, par exemple, de devenir très adroits en parole, très, très diplomates pour s'en sortir avec les mots. Et puis, donc, moi, j'ai essayé d'inventer leur caractère, leur personnage pour mieux les comprendre. Comment aussi ils avaient voulu s'intégrer avec la complexité. Par exemple, eux qui ont été victimes d'ostracisme se sont intégrés dans un État qui est la Caroline du Nord, qui était un des États du sud des États-Unis, où, par exemple, la bonne société avait des esclaves. C'est-à-dire que c'était inimaginable. Eux, ceux dont on s'était moqué, qu'on avait exhibé, ceux qu'on avait traités de Chinois, ce qui était une injure, avaient des esclaves noirs parce qu'ils voulaient s'intégrer. Donc c'est toute l'ambiguïté, la complexité de ce désir d'intégration que j'ai essayé d'explorer, et puis leurs femmes. Ah oui, vous accordez une place très importante à Sarah et Adélaïde Yates, deux sœurs qui ont réellement existé. C'est une réflexion aussi sur l'amour hors norme. Sur l'amour hors norme et sur l'émancipation des femmes à une époque dans cette société bourgeoise et réactionnaire. Comment deux jeunes femmes à qui était promise la vie de probablement de se marier avec des éleveurs ou des cultivateurs du coin ont pu tomber amoureuses parce qu'il s'agissait vraiment d'amour de ces deux hommes. Alors j'ai essayé d'imaginer les raisons. Là, on n'a aucun élément sur elles. C'est les oubliés de cette histoire. Partout, on peut lire oui, ils ont épousé et ont eu 21 enfants, pardon. Et je me suis dit, comment Mais oui, comment faire, enfin, des images nous viennent en tête, c'est compliqué quand même. Déjà, on fait l'amour avec sa femme dans une intimité, mais là, il y a votre frère qui est à côté. Oui, alors je suis parti d'éléments sur cette méditation tantrique où j'avais lu qu'ils arrivaient à s'extraire l'un de l'autre, et j'ai cherché la pudeur de ces relations parce que je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce qui se passait dans le lit conjugal, et en même temps, j'avais envie que ça reste pudique. Oui. Et donc, j'ai imaginé cette sorte d'absence d'un des deux hommes et d'absence physique d'une des deux femmes qui quittait la couche conjugale pour y revenir après. Mon récit d'aujourd'hui est inspiré de votre roman Les Étoiles doubles, mêle exceptionnellement réalité et fiction. Votre objectif en tant que romancier, c'est d'inventer une histoire si réaliste qu'elle en vient à perdre le lecteur qui ne sait plus ce qui relève justement de la réalité ou de la fiction. Ouais, je ne cherche pas volontairement à l'égarer. Je ne me sens pas fidèle aux événements, puisque j'essaye dans leur cas, de parler de cette acquisition du droit à la différence. Et donc, j'utilise les éléments historiques pour en faire des pivots autour desquels je construis mon récit. L'idée pour moi étant qu'à la fin du roman, le lecteur le referme en ayant eu le goût de la vérité, même si moi j'ai dû emprunter des chemins de traverse. Mais au fond, votre roman est une réflexion sur la norme et la normalité. Qu'est-ce que la normalité ? On considère les frères Banker comme des
êtres contre nature. Comment est-ce qu'ils étaient considérés par la science en ce début du 19e siècle? On a parlé d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, c'est lui qui le premier a fait changer les choses, en tout cas le regard que les scientifiques avaient sur cette malformation congénitale. Oui, c'est l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui la tératologie, c'est-à-dire la science des malformations congénitales. Et il avait une métaphore pour expliquer ce qui est arrivé à Chang et à Eng, qui leur a servi à eux-mêmes pour pouvoir s'inscrire dans l'espèce. À savoir que, en fait, pour Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, il compare nos naissances à une chaîne de fabrication et il dit qu'à tout moment, dans une chaîne de fabrication, eh bien, il peut sortir une pièce entre guillemets défectueuse. Et que c'est pas parce qu'une pièce défectueuse sort d'une chaîne de montage que ça invalide l'ensemble de la chaîne de montage. Au contraire, pour lui, c'est la preuve que la chaîne de montage est valide. Autrement dit, un aléa congénital qui peut entraîner une malformation telle que celle des frères siamois n'invalide pas la chaîne de montage, donc n'invalide pas le naturel, mais au contraire prouve que tous les autres humains nés sont dans l'ordre de la nature et que ce défaut participe donc du naturel. Et c'est la grande question, ils sont donc naturels et pas contre nature. Leur différence les a exposés au regard moqueur du public. Il faut rappeler quand même qu'ils ont été exhibés à l'époque même où se développaient les freak shows. D'ailleurs, on croise le célèbre Barnum dans votre roman. Oui, il y a eu toujours une rivalité. Enfin, Barnum n'aimait pas Chang et Eng Bunker, même s'il n'avait cesse d'essayer de les faire figurer dans ses spectacles, parce il aurait gagné beaucoup d'argent avec eux, et eux refusaient les méthodes de Barnum qui étaient d'inventer. Barnum a été célèbre avec La femme à barbe. La femme à barbe, et son premier succès, si je peux dire, c'est la nounou de Washington. En fait, il exhibait une femme dont prétendait-il elle avait 104 ans et qui aurait été la nounou de Washington. Donc ça faisait venir beaucoup de public. En fait, il avait acheté une esclave qui avait eu 70 ans et qui était à moitié aveugle et qui ne se rendait même pas compte de ce qu'on disait d'elle, et il l'exhibait. Alors ça, Chang et Eng, ils ne supportaient pas en fait les mensonges. Voilà, les mensonges eux-mêmes, leurs propres conditions étant suffisamment difficiles pour qu'ils n'aient pas envie qu'on en rajoute. Eng et Chang Bunker ne pouvaient au sens propre vivre l'un sans l'autre, si bien qu'ils se sont suivis d'une heure dans la mort, bref, très rapidement. Dans votre livre, après la mort du premier, c'est la peur et le chagrin qui tuent l'autre? Ou est-ce que, dans les faits, je dirais, médicalement, j'allais dire, ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre? Alors, sur leur mort, il y a plusieurs hypothèses. Moi, j'ai choisi celle du chagrin et de la peur parce que je la trouvais plus émouvante et j'avais envie, après avoir créé de l'empathie sur ces personnages, qu'ils émeuvent le lecteur au moment de leur disparition. Il n'y a pas de certitude sur leur mort, mais c'est évident que de toute façon, ils n'auraient pas pu survivre l'un sans l'autre. Ils étaient fusionnés par des connexions vasculaires, neurologiques. Il y avait une promesse que leur avait faite un médecin qui était de, si l'un d'entre eux un jour venait à mourir, on essaierait de les séparer, quitte à mettre en péril la vie de l'autre, mais pour qu'il ait une chance de survivre. Ça n'a pas eu lieu, ils n'ont pas eu le temps, un médecin n'a pas eu le temps d'essayer de les séparer une fois que l'un des deux était mort. Ça, c'est la vérité. Mais ça pose la question de la séparation qui a traversé toute leur vie et autour de laquelle ils ont évolué. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand ils sont nés, il leur semblait tout à fait normal d'être comme ils étaient, et ils le vivaient bien, et donc ils n'ont jamais eu envie d'être séparés. Et après, ce sont deux êtres humains, et je raconte dans le roman à quel point ils se sont différenciés, à quel point leur vie conjugale a été le sujet parfois de disputes et de conflits, si bien qu'à la vérité, à la fin de leur vie, ils souhaitaient être séparés. Mais ils étaient devenus tellement célèbres qu'aucun médecin ne voulait prendre le risque d'être celui qui a tué Chang et Eng Bunker. Et donc, ils n'ont jamais été séparés. Merci beaucoup, Laurent Benegui, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la, pas tout à fait, véritable histoire de Eng et Chang Bunker, deux frères unis pour la vie. Après mon récit exceptionnellement fictionné aujourd'hui, vous l'avez compris, je rappelle donc votre roman Les Étoiles doubles, paru aux éditions Julliard. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.